Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de France Biotech, le talk. Oui, la health tech, un secteur foisonnant, un secteur dynamique qui se mobilise pour lutter contre le Covid. Oui, il faut en être fier à une époque où certains se posent des questions telles que « Ouais, mais où se trouve la recherche française ? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée ? Pourquoi des retards dans la conception en France de vaccins ?» Alors qu'on parle beaucoup ailleurs de Moderna, de BioNTech. Fierté. Et on vous le disait d'ailleurs le mois dernier à l'occasion de la découverte de ce sondage Odoxa, les Français qui ont découvert les biotech et leur trouvent de nombreuses qualités innovantes, agiles, compétentes. Alors, recherche de vaccins, développement de traitement, outils de diagnostic. Vous allez le voir, des dizaines d'entreprises s'impliquent en France et ça ne date pas de ce mois-ci, justement. Elles font preuve d'excellence scientifique. Alors, évidemment, il reste l'éternel souci, la difficulté de trouver des financements venant de qui, justement, quels moyens dégager. On va en parler. Le thème aujourd'hui, les health tech françaises en première ligne dans la lutte contre le Covid. On est ensemble pendant une trentaine de minutes avec Franck Mouton. Bonjour. Bonjour. Président de France Biotech. Avec nous également Odile Duvaux, bonjour. Bonjour. Présidente fondatrice de Xenotera, c'est une biotech nantaise qui développe des anticorps polyclonaux. À vos côtés, Alexandre Levert, bonjour. Bonjour. Président fondateur et cofondateur d'Osivax, une société lyonnaise de biotechnologie fondée en 2017 qui développe un portefeuille de vaccins. Et puis en ligne également avec nous, Jean-Jacques Garot. Bonjour Jean-Jacques. Directeur général et cofondateur de Inotrem, c'est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'immunologie. Alors, juste deux petites questions comme ça, Franck. Pourquoi prendre la parole sur ce sujet en ce début du mois de février, vous, France Biotech ? Parce qu'on a aujourd'hui une déferlante d'informations comme quoi la France décroche sur le plan scientifique, technologique, biotechnologique. Et je pense qu'il faut arrêter de se flageller. Je pense qu'on peut être très fier de la mobilisation de nos entrepreneurs et de nos chercheurs pour trouver des solutions. On voit aujourd'hui que l'apparition de nouveaux variants, chaque jour il se passe quelque chose sur le plan sanitaire avec cette crise et qu'on a besoin d'un arsenal extrêmement diversifié. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'était très important qu'on mette en lumière tout ce qui s'est passé pendant cette période et aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible pour pouvoir répondre aux besoins qu'on va rencontrer dans les mois qui viennent, pour pouvoir couvrir cette crise sanitaire, que ce soit les vaccins, les traitements, les solutions de e-santé et le diagnostic aussi, on va y revenir en détail. Mais c'est vrai, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on entend ces derniers jours ? On entend que Sanofi, que l'Institut Pasteur sont à la peine, que le Nantais Valvena, candidat vaccin contre le coronavirus, pourrait livrer d'abord le marché britannique. Vous avez l'impression qu'il y a un mauvais procès qui est fait à la filière ? Oui, je crois que et c'est aussi de notre ressort de mettre en lumière et de mettre en visibilité ces entreprises qui continuent à se mobiliser et qui vont apporter des solutions qui vont répondre à ces besoins-là. Donc je pense que là-dessus, d'abord, je dirais que concernant le procès qu'on fait aux entreprises françaises, que ce soit le consortium Pasteur ou Sanofi, je pense qu'en avril, personne ne pouvait prédire de qui arriverait finalement à avoir la solution la plus performante et la plus disponible pour les patients. Et donc il y a de toute façon ce besoin d'avoir cette diversité et on va le voir aussi aujourd'hui avec ce qu'ont fait les Français et que cette diversité, cette richesse vont constituer des éléments extrêmement importants pour l'arsenal nécessaire à couvrir cette crise sanitaire. Vous avez raison de parler de la notion de temps parce que c'est vrai, on parle d'échec français, vrai, faux, tout ça, enfin on aime bien les polémiques bien entendu, mais la seule chose finalement qui est certaine, c'est que sur le front du Covid, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il y a un horizon qui est totalement flou pour l'instant. Chaque semaine, regardez, vous avez un variant qui apparaît par semaine en ce moment. Plus les choses vont se mettre en place en termes d'immunité, plus on sait que ça peut conduire à l'émergence de variants particuliers et que donc il va falloir enrichir cet arsenal, qu'il soit vaccinal, qu'il soit thérapeutique, pour pouvoir permettre d'assurer une continuité des soins aux patients. Bon, alors justement, on va rentrer dans le détail, dans le concret justement, et ce qu'on veut montrer aujourd'hui, donc dans cette nouvelle émission France Biotech, le talk, et ce que vous nous disiez très justement il y a un instant, Franck Mouton, c'est cette mobilisation des biotech contre le Covid. Question toute simple, est-ce que la France, elle est bien placée pour apporter
rapidement des solutions efficaces sur ce que fait concrètement le secteur contre le Covid. Ce qu'il faut dire, Franck, vous avez fait les comptes, il y a une centaine de solutions qui aujourd'hui sont actuellement développées par les entreprises de la health tech. Dont certaines sont déjà en place sur le terrain. Donc quand on parle d'une centaine de solutions, évidemment, on a comptabilisé les solutions vaccinales qui sont en train d'être déployées, les solutions thérapeutiques qui sont en développement, les solutions diagnostiques et les solutions de e-santé. Il est évident que les solutions de e-santé ont une certaine célérité pour accéder au système de soins que n'ont pas les traitements ni les vaccins. Et donc ces solutions-là sont déjà en place. Donc c'est vraiment cette mobilisation d'un certain nombre d'entreprises pendant cette période-là. Donc moi je tiens à saluer les femmes et les hommes qui se sont mobilisés dans leur laboratoire pour opérer ces virages extrêmement rapides et faire en sorte que leur plateforme technologique, leurs candidats médicaments qui étaient positionnés dans d'autres indications, des solutions technologiques, diagnostiques, soient tout de suite opérantes pour pouvoir être développées. Et ça, il faut vraiment souligner à quel point c'est remarquable pendant cette période-là. Il y a une mobilisation, et d'ailleurs vous allez présenter la semaine prochaine, le jeudi 11 février, un panorama à Bercy justement. Et je le disais, on voit ce foisonnement, ce dynamisme, cette implication du secteur. Donnez-nous quelques lignes de ce panorama. Les quelques lignes, on a 50 000 emplois créés en France, on a près de 2000 entreprises dans le domaine de l'innovation santé. Ces entreprises-là génèrent, je crois, aujourd'hui plus d'un millier de produits qui sont en développement, dont une bonne partie sont en développement clinique, donc dans des développements avancés. Donc on a un écosystème très foisonnant, très riche, avec des stades de maturité qui avancent. Les entreprises ont environ 2 produits en développement dans leur portefeuille. Donc on voit effectivement un gain en maturité, un gain en professionnalisation de cet écosystème. Bon, alors, on voit le secteur qui se mobilise. On va rentrer dans le détail, dans le concret, justement, ce qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau de France Biotech, le Talk. Quelques-unes de ces entreprises qui ne comptent pas leur temps, leurs efforts, justement, dans ce combat. Alexandre Levert, donc, Osivax, je le disais tout à l'heure, vous avez développé, alors, au départ, un vaccin universel contre la grippe. Et partant de cette expérience, depuis 1 an, vous travaillez sur le développement d'un vaccin anti-Covid universel. Lequel, selon quelle méthode ? Alors, je pense qu'il y a un message qui est important, c'est de se dire qu'on ne peut pas commencer à travailler sur le Covid si on n'a pas déjà un écosystème, un savoir-faire qui est présent, qui est fort, avec des équipes qui sont capables de tout de suite se mobiliser. Chez Osivax, du coup, effectivement, on travaille depuis notre création, sur un vaccin universel contre la grippe qui vise l'intérieur du virus de la grippe qui mute en fait finalement assez peu. Et on s'est dit en mars dernier que le virus du SARS-CoV-2, donc de la Covid-19, allait avoir la même évolution que la grippe, qui allait avoir des variants qui allaient apparaître. Et donc on s'est dit, plutôt que de rentrer en concurrence avec les Américains ou les Allemands qui étaient beaucoup plus financés que nous, on s'est dit on va aller directement sur la 2e génération de vaccins en cherchant à avoir une cible immunitaire qui n'allait pas varier, qui allait moins muter que la cible des vaccins actuels. Donc, quelque part, anticiper l'arrivée de ces nouveaux variants, c'est ça ? C'est exactement l'approche qu'on a dans la grippe et qu'on a voulu avoir dans le coronavirus, avec l'anticipation, autant que faire se peut, des variants, des mutants. Odile Duvaux, Xenotera, donc on va retrouver d'ailleurs dans un instant Jean-Jacques Garraud, bien sûr. Vous travaillez sur les coronavirus depuis 2015, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et vous préparez actuellement un anticorps destiné aux patients au début de l'hospitalisation, c'est ça ? Oui, alors je crois que c'est intéressant la notion d'écosystème qui vient d'être citée par Alexandre. On ne peut pas démarrer un programme coronavirus en tant que biotech si on n'a pas déjà les prémices d'un succès compte tenu de la vitesse à laquelle l'épidémie se développe et de la vitesse aussi des solutions alternatives, notamment hors France, comme tu le disais très bien Alexandre. Alors nous, on avait une technologie qui avait une double maturité. D'une part, on avait identifié que nos anticorps avaient un intérêt contre les virus et on avait ciblé le coronavirus depuis 2015. D'autre part, on avait la maturité pharmaceutique pour aller très vite sur un lot clinique. Donc ce qui nous a permis d'être prêts pour démarrer les essais cliniques dès le mois de juin 2020, donc il y a quand même déjà un petit moment. Donc c'est un traitement effectivement qui depuis a conforté ses atouts par plein d'aspects. C'est un traitement pour les patients qui démarrent la maladie et qui risquent de s'aggraver.
Donc c'est un traitement qui est plus que développé puisqu'on est dans la phase de production industrielle. Aujourd'hui, notre but, c'est d'être capable de couvrir les besoins de l'ensemble des Français à partir de l'été. Alors on voit cette mobilisation donc avec vous Xenotera, avec vous Osivax. Jean-Jacques Garot, donc directeur général, cofondateur d'Inotrem, vous travaillez sur Nangibotide qui doit permettre de diminuer chez les patients atteints de formes sévères du Covid la sévérité des défaillances respiratoires, réduire la durée de la ventilation mécanique. Vous êtes actuellement en phase 2, c'est ça ? Oui, en phase 2. En fait, pour parler du mécanisme d'action, pour faire simple, quand il y a une infection bactérienne sévère ou le Covid, une infection respiratoire sévère, parfois la réponse immunitaire à une infection grave va se mettre en surchauffe. C'est un emballement qui aggrave la situation du malade, au-delà de l'insulte initiale causée par le virus. Et ça cause, dans le choc septique, par exemple, une chute de la pression artérielle, un blocage des reins, une détresse respiratoire. Et dans le Covid, ça va causer la détresse respiratoire que l'on connaît. Et tout cela va conduire les patients en unité de soins intensifs en réanimation. Donc, à partir du mois de mars, nous avons été un peu en première ligne pour penser à cela. J'ai un petit peu le privilège d'avoir un long passé en tant qu'ancien réanimateur, infectiologue et microbiologiste et aussi dans l'industrie qu'on appelle Big Pharma, dans la recherche et le développement. J'ai participé à la fondation d'Inotrem en 2013, basée sur des travaux de scientifiques et de réanimateurs de Nancy, à l'INSERM et à l'Université de Lorraine. Et donc ce que nous avons fait, nous avons commencé à travailler initialement sur le choc septique parce que c'était là qu'il y avait une grande évidence de l'implication d'une cible qui était en gros le déclencheur et probablement l'amplificateur de cette réaction de surchauffe du système immunitaire. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, nous étions un petit peu prêts à toute éventualité si d'autres pathologies pouvaient survenir à un moment donné et c'est pour ça que nous avons été capables à nous aussi de réagir très vite car nous étions dans ce domaine qui est un petit peu différent et c'est celui de l'immunologie où il y a effectivement un système qui s'emballe et que l'on peut essayer de contrôler avec notre produit. Oui, alors on le voit justement bien au travers de vos témoignages, on voit que toute la palette donc est couverte, aussi bien de la vaccination, le diagnostic, le développement de traitements. Vous nous direz dans un instant, quand vous serez prêt, ce qui vous manque aussi, parce que c'est un petit peu le procès qu'on entend, les reproches qui sont faits, les critiques à tort probablement, mais juste, c'est peut-être bien de rappeler d'un mot aussi, Franck Mouton, ce que pèsent les entreprises de biotechnologie dans la recherche. Parlez-nous de cette excellence scientifique d'un mot. D'abord, effectivement, la majorité des entreprises qui développent des solutions, qu'elles soient thérapeutiques, vaccinales, même dans les dispositifs médicaux, sont issues de la sphère académique française, qu'elles soient en recherche fondamentale ou en recherche médicale. Donc ça déjà, c'est un lien qui est extrêmement étroit, un lien historique de toutes nos entreprises, et elle est basée effectivement sur cette excellence scientifique qui est reconnue mondialement, c'est sûr. Alors après, parmi les freins, il y a évidemment le financement de la recherche française. On va en reparler largement, bien entendu. Mais déjà, en fait, les chercheurs, c'est-à-dire que je pense qu'on a une excellence scientifique dans un certain nombre de domaines. Le domaine de l'infection en est un, le domaine de la cancérologie en est un autre, le domaine du système nerveux central également. On le voit d'ailleurs à travers les investissements qui sont réalisés par nos entreprises et on voit bien quels sont les secteurs dans lesquels nous avons une carte à jouer. Quoi qu'il en soit, effectivement, ne serait-ce que ces partenariats publics-privés très précoces que nous nouons doivent être renforcés et la recherche française dans ces domaines d'excellence doivent être soutenue de façon beaucoup plus importante. Alors, est-ce qu'on peut aller plus vite, c'est la question que certains se posent. Où en est la recherche française contre le Covid? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? On l'a vu, vous nous l'avez dit, voilà, il y a une centaine de solutions d'ailleurs qui sont actuellement à l'étude ou en tout cas opérationnelles pour certaines contre le Covid.
Comment aller plus vite, justement? Est-ce qu'il y a, oui ou non, un réel retard, comme on peut l'entendre? Alors, tiens, Odile Duvaux, c'est quoi? C'est un problème de financement ou alors peut-être aussi un problème de stratégie? Bon, alors d'abord, je voudrais dire que nous allons déjà très vite. Oui. Et c'est important de le rappeler. Franchement, c'est bien. Redites-le. Non, mais c'est formidable. Voilà. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est absolument formidable. Donc, on a vu des laboratoires pharmaceutiques qui sont quand même des mastodontes lourds à mobiliser, qui ont réussi, c'est comme le pétrolier, à faire quand même des virages assez forts. On a vu la recherche académique, mais ça c'est assez naturel, se mobiliser. Et effectivement, le monde des biotech, c'est un monde d'innovation agile et réactive. Les biotech, c'est par excellence les structures qui sont capables de développer des nouvelles solutions dans un temps extrêmement limité, beaucoup plus vite que les pharma en général, et pour des fonds aussi plus limités. C'est-à-dire qu'on va plus vite et donc, par définition, on est moins cher. Donc les labos ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisque régulièrement, ils viennent acheter des produits aux biotech. Donc ce qui s'est passé depuis cette année, c'est le côté très positif. On a été très vite. Je dis aussi que ceux qui ont été très vite, c'est nos autorités et notre gouvernement. Et ça aussi, il faut le rappeler. Parce que, alors, moi, je suis quelqu'un de très impatient fondamentalement, donc je trouve que même si on va vite, on ne va jamais assez vite. Mais je dois dire que j'ai été face à des interlocuteurs, que ce soit dans les agences réglementaires, que ce soit la BPI, que ce soit au gouvernement, avec un processus d'accélération extraordinaire par rapport à leurs pratiques habituelles. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, comment aller encore plus vite? Eh bien, pour aller encore plus vite, je crois que la solution, c'est effectivement d'arriver à faire des ponts jusqu'au bout avec ce qui se passe, par exemple, comme ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils arrivent à faire d'un bloc le traitement de l'idée, du développement, des aspects réglementaires et de l'accès au marché, de façon à être dans un temps record avec l'ensemble de ces, des sujets. Voilà, donc on a un peu de mal. Et alors, les biotech, effectivement, on est moins staffés. Voilà. Pardon de prendre du temps. Jean-Jacques Garraud, je disais avant qu'on parle de la question du financement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation, un peu comme le laissait entendre Odile, de stratégie quelque part? Et c'est vrai, c'est Franck qui nous le disait très justement en préambule, la difficulté c'est peut-être se projeter d'ici 6 à 12 mois avec un Covid dont on ne sait pas s'il y aura eu de nouveaux variants, s'il sera toujours dans notre vie, etc. C'est ça le problème en ce moment. Oui, en fait, il faut regarder ce qui va se passer dans la pratique. L'épreuve de vérité pour le financement va venir dans les mois qui viennent, car certaines de ces études qui sont assez nombreuses au niveau thérapeutique dans la biotech française, elles vont arriver à maturité avec des résultats positifs justement dans les 3 à 6 mois qui viennent ou 9 mois. Donc si la pandémie est toujours menaçante, cette fois-ci la mobilisation des fonds devra être beaucoup plus importante. Et elle ne devra pas être seulement publique, mais aussi privée, que ce soit avec le marché boursier ou le capital risque. Et donc c'est effectivement un moment d'épreuve de vérité. Je veux revenir sur ce que disait Odile et seconder ce qu'elle a dit, car effectivement nous avons été extrêmement plaisamment surpris de la mobilisation au niveau administratif de toutes les instances pour pouvoir accélérer la mise en place des études. Notre étude a été, à partir du moment où on est monté en première ligne, à partir du mois de mars-avril, a été mise en place en 5 mois et recrutée sur 60 malades. C'est pas énorme, mais c'est 60 malades pendant 5 mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable et il est bien de pouvoir le noter. Oui, alors c'est vrai, Jean-Jacques, Odile le disait, je vous donne la parole, Alexandre. C'est pouvoir, la capacité de se projeter quelque part. Et c'est vrai que si on ne sait pas si le Covid sera encore là dans 6 à 12 mois, est-ce que les investissements vont être au rendez-vous nécessairement? Est-ce qu'on continue les études? Enfin voilà, c'est un énorme point d'interrogation qui s'ajoute au problème général, qui est celui de trouver de l'argent pour votre secteur, Alexandre Levert, que ce soit pour la recherche de vaccins, le développement de traitements, la mise au point d'outils de diagnostic. Il faut beaucoup d'argent pour passer des études en laboratoire à de véritables essais cliniques. Tiens, prenons un exemple concret. Vous, Alexandre Levert, chez Osivax, vous avez reçu de l'argent? De qui? De quoi? De combien? Racontez-nous. Je pense que si on parle d'argent, évidemment, c'est au cœur de notre capacité à monter en échelle. Je crois qu'il y a un élément, je vais revenir à votre question après, mais je voudrais commencer par qu'est-ce qui permet d'accélérer. Dans notre cas, ce qui aurait permis d'accélérer encore plus, c'est d'avoir une capacité industrielle de fabrication. Ça, c'est vrai que ça coûte très cher. C'est vrai que, par exemple, le BARDA aux États-Unis, ils intègrent cela dans leur
conditions en fait de financement, c'est-à-dire que c'est un sujet qui arrive très tôt dans les discussions avec les autorités publiques de financement aux États-Unis, qu'on a peut-être un peu oublié dans les 5-10 dernières années en biotech en France, et qui, je crois, est un sujet d'ailleurs sur lequel le gouvernement travaille depuis maintenant quelques temps. Vous allez répondre à ma question dans un instant sur le financement. Juste, Franck, sur BARDA, il a raison, Alexandre Levert, de mettre en avant cette question, cette agence américaine qui a soutenu notamment Moderna. Il faudrait un BARDA européen, ça serait un soutien important ? Alors, il y a eu des annonces de la création de l'ERA, qui est l'équivalent de la BARDA américaine. Doté des mêmes... Non, malheureusement pas des montants, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut déjà saluer le fait que ça va se mettre en place et qu'effectivement, on y reviendra sur la continuité du financement, mais effectivement, c'est en place. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas un relais local en France déjà dans cet objectif ? Et Alexandre l'a très bien dit, les sujets de bioproduction sur ce type de candidats médicaments sont au cœur de la célérité qu'on peut mettre en place, et qu'aujourd'hui en France, ce projet, le grand défi bioproduction est en train de se mettre en place, et il faut peut-être se réfléchir à ce BARDA à la française qui adresserait en particulier ces sujets-là. On parlait tout à l'heure d'une réussite française, mais en fait finalement européenne, Valneva. Valneva, pourquoi est-ce que... en gros, ils fabriquent sur leur site déjà existant. Ils montent en échelle un site qui est déjà existant. C'est très difficile de commencer de zéro. Et donc c'est vrai que nous, à notre niveau, si on avait eu, et on n'est pas encore au niveau de maturité d'y arriver, si on avait eu en interne nos capacités de fabrication, on aurait gagné, je pense, 8 mois à peu près. Carrément. Vous avez touché de l'argent de BPI, Osivax ? Alors on a touché et on est... je reviens sur le même message. Vous avez besoin de combien ? Que Odile et Jean-Jacques. On a eu des discussions très productives avec BPI France. BPI France a alloué en fait 15 millions d'euros au projet vaccin Covid d'Osivax, dont 11 millions d'euros pour nous et le reste pour nos partenaires. Et ça c'est bien, c'est une bonne somme, 15 millions pour vous ? C'est une somme importante, oui. C'est une somme très importante. Disons-le, voilà, c'est pour ça. Après, si on veut aller encore plus vite, aller encore plus loin, CureVac a eu plusieurs centaines de millions d'euros du gouvernement allemand. Ceci étant dit, ils sont plus avancés que nous. Donc non, c'est vraiment un très bon point de départ. Je pense qu'il faut le saluer, il faut construire... Rome, c'est pas fait en un jour non plus. Ça nous a permis d'accélérer fortement notre projet. Vous, Odile, chez Xenotera, vous avez la BPI qui a bien réagi également, 10 millions en 3 mois. La BPI, j'ai l'impression qu'elle est bien cadrée pour parler aux biotech, pour répondre aux biotech. En dehors de la BPI, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, c'est le sujet, c'est-à-dire que la BPI est habituée, entre guillemets, on se comprend bien, c'est une banque, nous sommes des entreprises, ils savent quels sont les modèles de financement et ils nous accompagnent parce qu'ils voient très vite comment analyser un business plan. Quand on s'adresse à l'étape suivante, qui est l'étape notamment d'identification des besoins, d'engagement, de moyens par des gouvernements pour passer des précommandes, et c'est exactement le stade où nous en sommes chez Xenotera aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que là on parle à des politiques qui ont moins ce réflexe de penser entreprise et qui vont plus penser structure publique notamment. Donc c'est une des difficultés. Cela dit, chez Xenotera aujourd'hui, on ne désespère pas de discuter avec le gouvernement et ça démarre d'ailleurs pour les précommandes. C'est bien de rappeler ce qui existe déjà, les différentes initiatives. Franck, on a BPI, CDC. Mobilisation de 200 millions instantanément quand même. Instantanément, bien. Il faut le saluer parce que instantanément au moment où la crise s'est déclarée, la BPI a ajouté aux sommes qu'elle mettait habituellement sur l'année 200 millions instantanément pour pouvoir justement être très réactive vis-à-vis des entreprises. Le sujet, il est ce désalignement qui a été souligné par Odile entre cette dynamique entrepreneuriale qui est très forte et la capacité de notre système de soins à prendre en charge, in fine, les solutions que nous développons. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui vont dans ce sens-là. Alors, il y a une prise de conscience, évidemment, mais les choses se mettent en place. On espère qu'il faut qu'on l'accompagne. Il faut absolument que ce dialogue soit renforcé et France Biotech est au cœur de ce dialogue-là pour pouvoir réaligner cette dimension-là. Oui, j'ai une question à poser à Jean-Jacques. Jean-Jacques Garot, donc cofondateur d'Inotrem. BPI, on en parlait. Ça vous a permis, vous, de lancer une vingtaine d'études. Ça a permis de lancer le process de ce que vous faites avec le CHU de Nancy, le CHU de Limoges.
Oui, absolument. Dans ce que nous avons fait initialement quand on a lancé l'affaire, effectivement, ça prend un petit peu de temps pour obtenir le retour de la BPI. Donc, il fallait investir dans la production, il fallait investir dans un certain nombre d'activités. Et à risque, nous avons mis 1 million sur la table alors que nous n'étions pas du tout financés pour ce projet. Évidemment, nous étions financés pour le sceptique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons le support de nos investisseurs privés qui avaient toute confiance en notre approche. Et très rapidement, au bout d'un moment, la BPI est revenue vers nous avec un support de l'ordre de 6,7 millions dans un consortium qui était construit avec le CHU de Nancy et le CHU de Limoges et qui nous permet d'avancer, et de conduire notre étude ainsi qu'une cohorte de 1000 patients pour évaluer justement cette voie biologique qui est le déclencheur, l'identificateur de la réaction de surchauffe du système immunitaire. Le rôle des pouvoirs publics, Alexandre Levert, donc Osivax, qu'est-ce qu'on en attend ? Est-ce que vous avez l'impression que les fonds publics, parfois, ne sont pas tout à fait adaptés, sont trop petits versus l'Allemagne, versus le Royaume-Uni ? Je pense que quand on parle de puissance publique, il faut aussi parler de l'Europe. On n'a pas parlé de l'Europe ici. Oui. Il y a aussi quand même au niveau européen des outils qui existent depuis très longtemps, avec une échelle qui est quand même importante. C'est quoi ? C'est la BEI par exemple ? C'est le EIC, donc c'est le European Innovation Council, donc le comité d'innovation européen, et effectivement avec la Banque européenne d'investissement, qui sont aussi des leviers sur lesquels on peut jouer. Maintenant, le financement public, je pense que sur ce genre de projets qui sont à risque, comme l'a dit Jean-Jacques, sur lesquels on ne connaît pas finalement les débouchés, on a besoin d'un soutien très fort des autorités, puisqu'en fait, le débouché n'est pas assuré. On ne sait pas ce que va devenir l'épidémie, la pandémie. Et donc, les financements privés ne peuvent pas couvrir la majorité des risques. Comment les inciter à venir sur ce secteur ? Comment les convaincre, Alexandre ? Je pense que BPI fait, encore une fois, connaît les sociétés privées. Encore, c'est une question d'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut que les intervenants se connaissent. BPI comprend c'est ce que nous les sociétés de biotech. Très bien. Les ministères, peut-être, connaissent un peu moins. Ils vont très vite. Ils sont très, très intelligents, donc ils vont très vite. Souligné, mais ils connaissent moins. Et ensuite, derrière, sur toute la machine administrative, j'imagine un peu de lag. Et au niveau de la Commission européenne, ils avancent aussi. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur les 12 derniers mois de l'importance des financements publics dans le domaine de la biotech. Juste d'un mot, Odile Duvaux, je disais, vous êtes une biotech nantaise, Xenoterra à Nantes. Il y a évidemment Valneva, dont on a beaucoup parlé, Franck Grimaud, le PDG, qui reconnaît l'importance du soutien du gouvernement britannique dans le développement de son candidat vaccin. Vous connaissez très bien Valneva. On prend un exemple. Si un pays voulait vous acheter des millions de doses, qu'est-ce que vous diriez justement ? Alors moi j'ai un sujet éthique là-dessus. Je pense que le gouvernement français nous a soutenus dès le départ. Je pense qu'on est aussi, comme le disait Franck, fondé sur un terrain académique de recherche fondamentale français. Et je sais que la compétition est mondiale et que ne soyons pas naïfs. Je pense que les Français sont face à des compétiteurs mondiaux pour accéder au traitement, puisqu'on parle du traitement, qui est à mon avis essentiel. Donc je commencerai par dire au gouvernement français: écoutez, tout de même, vous avez chez nous, des solutions, je vous donne la priorité. Ensuite, on a été financé par l'Europe, on s'adressera aussi au marché européen, et ensuite on écoutera les sirènes extra-européennes. Ouais, mais vous ne pourrez pas attendre comme ça trop longtemps. Ah non, alors on est dans des timings qui sont extrêmement courts parce que on fait tout à risque, on engage une production industrielle pour être prêt pour la prochaine vague, et donc il faut une capacité d'anticipation des décideurs politiques aussi. Un mot, Franck Mouton, dans quelle direction les pouvoirs publics doivent s'engager ? On parlait tout à l'heure de continuité du financement. C'est quoi les axes de travail, le rôle souhaité pour les pouvoirs publics de votre filière France Biotech ? Alors, je voudrais juste, avant, quand même saluer la raison d'être de tout ça, parce que, avant tout, les solutions qui sont déployées, ce sont des solutions qui doivent répondre à des besoins des patients. On l'a vu, donc je voudrais quand même rappeler ça, parce qu'on a beaucoup parlé d'argent. Il n'y a pas que l'argent dans cette histoire, et on a parlé d'éthique, et je trouve que c'est remarquable aussi de l'aborder de cette façon-là, et de ne pas oublier son
son héritage quand on a bénéficié d'aide et de soutien d'un État. Mais la raison d'être avant tout, c'est qu'aujourd'hui, la situation sanitaire n'est pas maîtrisée, qu'elle continue à évoluer et qu'il y a besoin de cet arsenal-là. Et que la France se positionne, on l'a vu, avec différentes alternatives et que ce soit sur les traitements, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur la e-santé, que ce soit sur le diagnostic, on voit bien qu'aujourd'hui, ces Français-là ont un certain nombre de solutions qui vont permettre d'assurer une prise en charge. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est une prise de conscience de l'État. Je pense qu'elle est là. C'est pas la peine de considérer qu'il se ferme les yeux sur cette situation. Et cette continuité du financement, il l'envisage très très sérieusement. Et je pense qu'on va y arriver. Trois points pour terminer. Jean-Jacques Garot, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous venez vous-même de Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Quels sont les liens entre industrie pharmaceutique et biotech? Comment favoriser les opportunités, justement, la nécessité de travailler ensemble? Qu'est-ce que vous suggérez, justement, pour que ça aille encore plus vite? Il y a des liens qui sont naturels et donc qui existent en permanence. Il y a aussi des rencontres qui se font de façon régulière, qui sont soit organisées par des organisations privées, ça s'appelle des congrès, des conférences. Aujourd'hui, il est un peu plus difficile de les conduire, elles ne sont pas en présentiel, mais elles existent. Et il y a aussi, en France en particulier, des événements qui sont créés pour chaque année travailler sur un thème particulier. Et il y a un événement qui s'appelle Hybrid qui va être créé, qui va avoir lieu en mars, si ma mémoire est bonne, où il va y avoir des rencontres qui seront organisées entre Big Pharma et les différentes biotech françaises. Donc, sous l'égide du ministère de l'Industrie, de la Santé, du gouvernement en général et du président de la République, je pense. Donc, ces événements existent et puis il faut être vraiment toujours très, très, très actif dans l'interaction avec Big Pharma afin de les tenir au courant. Il faut être sur leur écran de radar en permanence et les tenir au courant de l'évolution de nos travaux. Et je pense que c'est une règle de base. Encore un mot juste sur l'absence des fonds privés, justement. Pour que cette recherche se transforme, il faut beaucoup d'argent. Il y en a probablement de l'argent. Il faut pouvoir attirer, séduire quelque part. Comment se mesure la qualité de la recherche en biologie? C'est quoi? C'est au nombre de publications? On a l'impression qu'il y a plus de publications en Allemagne, au Royaume-Uni qu'en France. Qu'est-ce qui me dit un mot là-dessus, Franck? Non, je pense que quand vous regardez les impact factors, vous avez Paris-Saclay qui est dans les 10 premières universités du monde. Ouais. Donc je pense que là-dessus, on n'a absolument pas à rougir en termes de qualité publication. Et pour réattirer en fait le point, il y a évidemment l'excellence scientifique. Ça, c'est un prérequis, je dirais, que pour assurer l'attractivité en termes d'investisseurs. Mais l'attractivité en termes d'investisseurs, pour qu'on ait cette diversité, cette profondeur qu'on peut trouver dans d'autres écosystèmes, c'est justement d'assurer la continuité du financement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question forcément de dire on va tout acheter, mais en tout cas quand on dit on a un besoin sanitaire, qu'on l'exprime, qu'on finance de l'amont, que la BPI joue son rôle et qu'il y a un acheteur à la fin, vous imaginez le levier que ça fait pour les investisseurs privés qui en tout cas ont la certitude derrière que les choses vont se passer comme il faut. Et en clair, ce sera le mot de la fin avec vous, Franck Mouton, cette crise Covid, elle va accélérer cette prise de conscience que le financement du secteur, c'est l'affaire de tout. Vous nous avez dit, on n'a pas à rougir et on l'a parfaitement compris au travers des témoignages de chacun et chacune. Prise de conscience. Prise de conscience. On voit que des changements structurels se font avec les autorités sanitaires, avec les différents ministères qui sont impliqués au niveau français, au niveau européen. Donc on voit bien que les choses sont en train d'évoluer favorablement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Franck Mouton, président de France Biotech. Merci également à nos 3 chefs d'entreprise qui sont venus témoigner et vraiment, franchement, on les applaudit. Le secteur n'a pas à rougir, on est fiers et c'est ce sondage qui le disait encore récemment, il y a quelques semaines, ce sondage Odoxa. Merci Odile Duvaux, présidente fondatrice de Xenotera, Alexandre Levert, président cofondateur de Osivax. Merci, et puis je remercie également, il était en ligne, Jean-Jacques Garot, directeur général cofondateur de Inotrem. Merci de nous avoir suivis. Vivement le prochain numéro de France Biotech, le talk. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.